Alors, est-ce que... Ah, juste être sûr que ça enregistre. Ouais. Je vois recording. Bon, bien, parfait. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première session de questions-réponses avec un expert du Cosmodome. Alors aujourd'hui, on a Olivier Lamarre qui est avec nous. Olivier, qui est un ancien animateur du Cosmodome, qui a étudié en génie et en robotique. En fait, en robotique, je me reprends, en génie mécanique et en géologie à l'Université McGill. Et présentement, il étudie à l'Université de Toronto en génie aérospatial et en robotique pour permettre aux prochains rovers sur la Lune ou sur Mars de conduire de façon autonome pour de longues durées. Et puis, depuis quelques années, il collabore avec le Jet Propulsion Laboratory, JPL, c'est plus facile à dire, de la NASA en Californie. Donc, il est présentement en Californie et puis il va pouvoir répondre à vos questions sur son métier puis sur la robotique spatiale. Et donc, Olivier accepte souvent de donner son temps comme ça pour parler de son métier avec soit les campeurs du Cosmodome ou l'audience. Donc, on le remercie. Et puis, est-ce que j'ai une première question dans le chat où je ne vois pas les participants, j'aurais dit à main levée, mais est-ce qu'on a une première question que quelqu'un veut poser? Sinon, je commence avec la mienne. Alors, j'attends 2 secondes de voir si j'ai une question dans le chat. Sinon, j'y vais avec ma question. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez les taper, puis à mesure que je vais les voir arriver, je vais pouvoir les poser à Olivier. Ah, bonjour! Ça prend quoi comme étude pour faire ton travail? La question de allô. Maxime. Allô, Maxime. Mais dans le fond, comme je vais prendre un peu de recul. Comme Marie-Michel a indiqué, j'ai étudié en génie mécanique et principalement dans le domaine de l'exploration spatiale, c'est le domaine en tant que tel, il est très, très vaste. Donc, que tu peux avoir tu pourrais faire des études en génie, n'importe quel type de génie étudié à l'exploration spatiale, en sciences, mathématiques, sciences médicales. Puis après ça, tu peux également, quelque chose qui est très important aussi dans l'exploration spatiale, c'est, dans le fond, on va en parler un peu plus sûrement dans le podcast, mais dans le fond, augmenter la visibilité de l'exploration spatiale, aller voir les jeunes, parler de l'exploration spatiale dans le monde du public parce que souvent, les gens ont l'impression que c'est pas quelque chose que tu peux atteindre. C'est quelque chose qui est hors d'atteinte pour toi. Mais n'importe quel domaine dans les communications, l'éducation, c'est très, très, très important. Donc, comme je disais, les plus populaires en ce moment, c'est sciences ou ingénierie, mais n'importe quel autre métier peut bénéficier à l'exploration spatiale puis va être très important dans le futur. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Sinon, je pose la mienne. N'hésitez pas. Donc, puisque je ne vois pas personne, là, j'ai accueilli une autre personne dans la salle. Donc, je veux juste rappeler que si je ne vous vois pas, si votre caméra n'est pas allumée, vous pouvez taper votre question. Puis sinon, si vous allumez votre caméra et vous me faites un signe de la main, je vais vous donner la parole. Alors, Olivier, peux-tu nous parler de ce que tu fais au quotidien? Donc, c'est pas évident. Là, tu collabores avec la NASA en même temps que tu fais ton doctorat. Donc, peux-tu nous expliquer c'est quoi ton travail pour vrai, là, une journée typique? Ouais. Donc, j'ai commencé en 2017 mes études. Quand j'ai fini mon bac à l'Université McGill en génie mécanique, j'ai commencé une maîtrise à l'Université de Toronto en génie aérospatial, concentré en robotique. Et dans le fond, j'avais déjà fait un stage juste avant de débuter les études à la maîtrise. J'avais fait un stage à JPL et je suis resté en contact avec les chercheurs là-bas. Puis quand j'ai choisi une thèse, un sujet sur lequel focuser ma recherche, j'ai choisi quelque chose qui était en lien avec qu'est-ce que les chercheurs que j'avais rencontrés à JPL l'été d'avant travaillaient. Donc, on est resté en contact. Puis finalement, après avoir étudié pendant 1 an dans ma maîtrise, j'avais pas mal tout terminé mes cours, puis il fallait que je focus sur ma recherche. J'ai fait d'autres échanges de JPL, incluant celui que je fais en ce moment. Puis entre-temps, ma maîtrise est devenue un doctorat. Et dans le fond, là, je suis un étudiant en doctorat. Donc, une journée typique en ce moment. Si je suis à l'Université de Toronto, c'est principalement faire de la recherche, lire des articles, des publications.
Sinon, quand je suis ici, à Pasadena, là, en ce moment, il y a toute l'histoire du coronavirus, donc je travaille de chez moi à la maison. Mais si j'étais au JPL, j'arrive souvent le matin aux alentours de peut-être 8h30. Les premières choses que je fais, c'est je vais parler avec mes collègues, savoir qu'est-ce qu'on fait pour la journée. On va souvent avoir des rencontres le matin, décider qu'est-ce qu'on fait cette journée-là dans le futur. Et moi, je travaille également aussi beaucoup avec des robots. Donc, quand on développe des algorithmes pour la navigation, les rovers sur Mars, on va premièrement les tester sur Terre. Et on a beaucoup de robots à notre disposition pour tester ça. Mais pour déployer un robot, on ne fait pas juste le tester à l'intérieur dans notre laboratoire, on l'amène à l'extérieur dans des terrains qui sont représentatifs. Ça prend beaucoup de préparation. Donc, on va également beaucoup tester à l'intérieur. Puis une fois qu'on est prêt avec nos tests, on va démontrer des capacités à l'extérieur. On va sortir le rover, on va l'amener dans des terrains simulés, que ce soit à l'intérieur de JPL ou à l'extérieur de JPL. Et je fais beaucoup de tests également dans le terrain comme ça. Donc, c'est un mélange de rencontres, parler aux gens du reste de l'équipe, mais en même temps, mes responsabilités personnelles, c'est aussi de conduire les tests pour tester les algorithmes, mes algorithmes que je développe, les algorithmes de mon équipe également. Donc, il n'y a pas vraiment une journée typique, ça change tout le temps. Tu dois quand même avoir hâte, après tout ce travail-là sur l'ordinateur, d'aller tester le robot. Oui. Ouais, c'est vraiment... c'est une chose pour ceux qui ont déjà travaillé sur des robots, c'est une chose d'être capable de créer des simulations par ordinateur, mais une fois que tu essaies de faire... une fois que tu essaies d'installer ce que tu as créé sur un robot, qui permet au robot de le faire en tant que tel, travailler avec des moteurs, avec des ordinateurs, tout ça, c'est vraiment dur de tout faire ça, travailler ensemble, de tout amener ensemble. Donc, c'est un des défis que je fasse à chaque jour. Oh, je pense que ton micro est mute, Michel. Bonjour. Bon, j'ai muté tout le monde. Je me suis muté moi aussi. Donc, j'ai une autre question de Maxime. N'oubliez pas que si vous tapez vos questions, je peux les voir, puis Olivier aussi les voit. Donc, Maxime demande, est-ce possible de programmer un robot pour qu'il soit autonome et ce, sans que l'humain ait à le guider continuellement? Une très bonne question. Donc, j'en ai dit que Maxime est un peu familier avec comment est-ce que les robots fonctionnent sur d'autres planètes. En ce moment, il y a deux robots. Il y a un robot de la NASA sur Mars qui est fonctionnel. Les missions auparavant, les autres robots qui ont été envoyés avant, ils ont terminé leur mission. Les robots, malheureusement, ils ont succombé à l'environnement extrême de Mars. À chaque jour, en ce moment, les robots vont entendre des instructions d'êtres humains. Les êtres humains, ils vont regarder toutes les données que le robot, dans le fond, a collectionnées pendant la journée d'avant. Ils vont regarder les images qu'il a prises, qu'est-ce qu'il y a autour du robot, les rushs qu'il y a. Et ils vont décider, OK, est-ce qu'on veut conduire un petit peu plus loin? Est-ce qu'on veut sortir le bras robotisé du rover, aller analyser une rush? La raison pourquoi en ce moment que les humains envoient des instructions à chaque jour, c'est parce que les ordinateurs sur les robots sont très, très, très faibles. L'environnement sur Mars est très, très, très dangereux. Donc, il y a beaucoup de radiation, les écarts de température, même si on essaye de réduire ça avec, il y a des plaques chauffantes, il y a un système de refroidissement sur le rover, on essaie de protéger toute l'électronique et les ordinateurs sur le robot. Mais quand même, les ordinateurs, il faut qu'ils soient très, très, très résistants à l'environnement extrême de Mars. À cause de ça, les gens tendent à seulement utiliser des ordinateurs qui ont été prouvés dans les années auparavant. Et l'ordinateur qui est sur le robot en ce moment, sur Curiosity, il date d'à peu près 20 ans. Donc, Curiosity est équipé pour naviguer. Moi, je focus plus sur la navigation des rovers. Je connais un petit peu moins tout le processus pour ramasser des échantillons, les analyser et tout ça. Mais quand il y a le temps de naviguer, le rover est équipé avec peut naviguer par lui-même. Mais par contre, à chaque fois qu'il va naviguer, à chaque, je pense, 5 mètres, il va falloir qu'il prenne plusieurs images, analyser les images qui sont autour de lui, identifier les différentes roches, les dangers, tout ça. Et après ça, choisir où est-ce qu'il faut qu'il conduise. Mais tout ce cycle-là prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, le rover va prendre des photos, il va rester sur place, il va le temps d'analyser, puis une fois qu'il va prendre une décision, il va agir. Puis peut-être 5 ou 10 mètres plus loin, il va refaire la même chose.
Ça prend énormément de temps. Tandis que si tu as des humains qui peuvent analyser les images que le rover a prises, les humains sont vraiment bons à analyser un petit peu de données pour savoir exactement quoi faire. Ils peuvent dire au rover, regarde, pas besoin d'analyser le terrain autour de toi, fais-nous confiance, conduis, mettons, 5 mètres en avant, tourne un petit peu vers la droite à un certain angle, continue encore plus loin, puis continue. Et le rover n'a pas besoin d'analyser par lui-même. Il va tout accomplir la navigation en obéissant à ce que les humains lui ont dit. Donc, en ce moment, les humains, ils sont utiles pour accélérer la navigation. Par contre, dans le futur, il y a des ordinateurs qui vont être dans les prochains rovers. Celui qui va être envoyé bientôt sur Mars 2020, utilise encore un vieil ordinateur. Par contre, il va également avoir un autre ordinateur secondaire expérimental. Puis cet ordinateur-là, il a une puissance, c'est un des Qualcomm Snapdragon qui ont été développés par la compagnie Qualcomm, qui a une puissance un petit peu similaire à un laptop de nos jours. Donc, c'est vraiment un immense... c'est une très grosse amélioration de ce point de vue-là. Et il va être surtout testé sur l'hélicoptère qui va être accompagné du rover. Et également, si tout fonctionne, il va être utilisé dans les autres rovers après ça, qui vont être envoyés sur Mars. Donc, si on se croise les doigts dans le futur, il va sûrement avoir... il y a des fortes chances que ce nouvel ordinateur-là va fonctionner et on se croise les doigts pour que les prochains rovers vont l'avoir. Dans ce cas-là, les rovers vont sûrement être beaucoup plus autonomes, ils vont être beaucoup plus productifs, ils vont avoir beaucoup moins d'intervention d'êtres humains. Mais en ce moment, parce que les ordinateurs sont trop faibles, les humains ont besoin d'être engagés avec le rover à chaque jour. Puis il y a un gros délai. Je veux dire, quand le rover est prêt, souvent, c'est très longtemps avant le décollage. Ouais. Plus le temps du voyage, plus le temps qu'il passe sur place. Les ordinateurs sont tout le temps un peu désuets quand vient le temps de la mission. Oui. Mais je ne veux pas mettre la NASA dans l'eau chaude, mais en même temps, utiliser un ordinateur de 20 ans, c'est pas juste le délai opérationnel. Les gens, ils font plus attention. Ouais. Parce qu'il y a tellement de ressources, il y a tellement de personnes qui travaillent sur ces rovers-là. Les rovers, ils ont tellement de capacités. T'sais, au lieu de construire plusieurs petits rovers plus simples, les gens veulent être capables d'accomplir encore plus. Donc, ils vont mettre leurs ressources dans le même rover. Donc, ils veulent vraiment s'assurer que tout va bien fonctionner. Donc, à cause de ça, les gens vont prendre un peu moins de risques. Oui. Il y a Maxime qui demande quel langage de programmation prends-tu pour les faire bouger, les rovers? Ah, OK. Les rovers en tant que tels utilisent un système d'exploitation qui s'appelle VxWorks et ils utilisent principalement le langage, ils utilisent du C. C'est la programmation en C qu'ils utilisent. Les gens essaient de pousser un petit peu plus pour utiliser du C++. Mais avec le C++, tu as d'autres capacités où est-ce que tu pourrais avoir des erreurs de segmentation, des fautes avec la mémoire et tout ça. Donc, on a besoin de faire beaucoup plus attention à ça. Les prochains rovers vont sûrement utiliser d'autres langages de programmation, mais en ce moment, le C, c'est quelque chose qui est très, très établi. Il y a aussi un langage qui est disponible en ligne, si tu es curieux, ça s'appelle F' ou F'. C'est un langage de vol. Je pense que ça utilise principalement du C. Puis ça va te donner une idée ça ressemble à quoi du code qui vole sur les robots, sur les satellites. Pour le développement, dans mon cas, j'utilise un mélange de Python et C++. Python, c'est vraiment rapide à développer, mais c'est pas très, très optimisé. Mais c'est le fun de faire du développement rapide. Puis une fois qu'on a trouvé une solution puis qu'on veut l'optimiser, là, on va peut-être transformer le code en Python en C++. Et si jamais tout ça fonctionne, là, il va y avoir des experts qui vont prendre le code qu'on a développé pour le mettre sur des rovers et ils vont tout transformer ça en C. C'est ça qu'ils vont envoyer au rover. Donc, c'est un mélange dans l'espace, c'est principalement du C, mais pour le développement, dans mon cas, c'est un mélange de C++ et Python. Je rappelle aux nouveaux arrivants que, dans le fond, vous pouvez poser vos questions dans le chat, puis on va pouvoir comme ça les relayer à Olivier. Olivier les voit, mais je les repose à voix haute pour que tout le monde les entende. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Sinon, j'y vais. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé... je sais que ça s'adresse... Bon, c'est une question qui est peut-être plus publique générale, mais j'avais beaucoup aimé quand tu avais expliqué aux enfants, une fois au Cosmodome, que
comment ça fonctionnait pour contrôler les rovers? Il y avait une équipe chaque jour le matin, puis après ça, ils faisaient une petite commande, puis c'était fini pour la journée. Puis peux-tu nous réexpliquer ça, s'il te plaît? Ouais. Comment on fait pour les contrôler? Ouais. Donc, au tout début, quand on envoie un rover sur Mars, par exemple, il y a une période dans la mission qui s'appelle la mission principale, la mission primaire. Les dernières missions, cette période-là a toujours duré 3 mois. Puis pendant ces 3 mois-là, on veut absolument maximiser le rendement du robot parce que on ne sait jamais, il pourrait avoir un système qui est endommagé, il pourrait avoir une tempête de sable qui va arriver sur Mars. On veut faire le plus possible pendant ces 3 mois-là. Une fois que ces 3 mois-là sont complétés, là, les gens vont un peu plus respirer, puis ça va être de retour à la normale. Mais pendant les 3 mois, pour maximiser leur temps avec le rover, les humains vont vivre sur un horaire sur Mars. Donc, une journée sur Mars, on appelle ça un sol. C'est presque pareil comme sur Terre, mais ça dure 40 minutes plus long. Donc, à chaque jour, une journée sur Mars dure 24 heures 40 minutes, à peu près. Je pense exactement c'est aux alentours de 38 minutes, 37 ou 38 minutes. Mais on va dire, mettons, 24 heures 40 minutes. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut vivre sur l'horaire de Mars, puis il veut commencer à travailler à chaque jour, au même moment, à l'heure de Mars, il faut qu'il rentre au travail 40 minutes plus tard sur Terre. Donc, la meilleure façon de contrôler un robot, puis la façon la plus productive de le faire, c'est de laisser le robot faire son travail pendant la journée. Puis pendant que c'est la nuit sur Mars, les êtres humains vont préparer le prochain plan. Donc, une fois que le robot, une fois que la prochaine journée ou le prochain jour sur Mars, le soleil va se lever, les humains vont déjà avoir un plan qui va être prêt. Ils vont l'envoyer au rover. Puis le rover, il va accomplir cette tâche-là pendant la journée. Puis à la fin de la journée, le rover va envoyer les images et données qu'il a recueillies. Les humains, ils vont commencer à travailler. Puis pendant la nuit sur Mars, les humains vont préparer de nouveaux plans, et ainsi de suite. Donc, essayez de suivre cet horaire-là sur Mars. Les humains, il faut tout le temps qu'ils commencent à travailler à peu près 40 minutes plus tard. Donc, il peut arriver un moment pendant la mission primaire, la mission principale, pendant les 3 premiers mois, où est-ce que tu vas commencer ton travail à 2 heures du matin, puis tu vas terminer ton travail à 1 heure de l'après-midi, puis tu essaies de te coucher, puis tu t'enlèves, tout ça. Apparemment, les contrôleurs, j'ai parlé à quelques équipes qui contrôlent le rover, ils ont vraiment aimé cette expérience-là, mais apparemment, c'est très dur sur le corps humain. Les humains sont bons à s'adapter sur un nouveau fuseau horaire. C'est, mettons, tu voyages dans un autre pays, mais quand le décalage horaire change toujours à chaque jour, petit peu par petit peu, à la longue, c'est vraiment fatigant. Mais ils ont aimé ça. C'était une belle activité d'équipe. Puis, ça arrivait des fois à ce que, après une journée de travail, les gens allaient chez un de leurs collègues, allaient faire un barbecue à 5 heures le matin, par exemple. Parce que c'était la fin de leur journée sur Mars de travail. Ouais. Donc, à chaque jour, les gens ils vont préparer des plans pendant ces 3 premiers mois, pendant les 3 premiers mois-là, en suivant, dans le fond, l'horaire de Mars. Puis une fois que ça c'est terminé, les gens ils vont revenir à un horaire normal. Puis ils vont préparer des plans le plus possible qu'ils peuvent, puis l'envoyer au rover le plus souvent qu'ils peuvent. Mais ça peut arriver des fois où est-ce que l'horaire sur Terre et l'horaire sur Mars ne s'alignent pas vraiment. Donc, des fois, il y a des moments où est-ce que les gens ils vont attendre une journée de plus avant d'envoyer le plan au rover pour la journée. Donc, c'est un petit peu moins productif, mais en même temps, tu manages tu laisses l'équipe sur Mars récupérer. L'équipe sur Terre qui prépare les plans, tu les laisses récupérer. Puis vivre une vie un petit peu plus normale. Oui. Merci. Donc, on a des nouveaux venus. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Bonjour. Puis, en attendant que j'ai d'autres questions qui arrivent dans le forum de discussion, j'ai Maxime qui veut savoir un peu plus d'informations sur la mission InSight qui est sur Mars en ce moment. Donc, InSight, c'est un robot qui est atterri. Dans le fond, c'est une sonde fixe. Elle n'a pas de roue, elle ne va pas se déplacer sur Mars. C'est une fois qu'elle est atterrie, elle reste sur place. Qui est atterri l'année passée, en 2018, je pense. Non, on est déjà en 2020, donc ça fait 1 an et demi à peu près. Je pense que c'était en novembre 2018, si je me souviens bien. Cette sonde-là est fixe sur Mars. Mais il y a également le rover plus récent qui a atterri en 2012, qui s'appelle Curiosity. Lui aussi, il est toujours actif. Mais la sonde InSight, je ne suis pas un expert là-dedans, mais
principalement, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est qu'ils veulent étudier les tremblements de terre que tu peux, dans le fond, avoir sur Mars. Donc, ils veulent étudier l'intérieur de Mars. Ils ont mis, dans le fond, c'était une sonde qui a atterri. Il y avait un bras robotisé qui a pris qui transportait, dans le fond, un système pour détecter les tremblements, pas les tremblements de terre, mais les tremblements de Mars. Ils ont pris, il l'a déposé sur la surface. Il écoute, c'est un instrument qui est très, très, très sensible. Dans le fond, il écoute les vibrations qui viennent de la surface de Mars. Il y a également un système, dans le fond, c'est pour détecter la chaleur qui va s'incruster dans le sol sur Mars. Donc, dans le fond, c'est une drill à percussion, dans le fond, un petit peu. Ils vont le mettre sur Mars. Puis, il y a dans le fond, il y a une petite sonde qui va aller sous la surface de Mars, qui peut aller jusqu'à 5 mètres. Mais ça, finalement, c'était très difficile de le faire. Donc, la sonde, elle ne s'est pas rendue très loin. Mais je ne sais pas en ce moment qu'est-ce qui se passe avec la mission. Je ne suis pas vraiment à jour. Mais elle est toujours active. On reçoit, à chaque jour, on va recevoir des images de la sonde InSight. Également des images du rover Curiosity. Un des derniers résultats, c'est que l'activité magnétique est pas mal plus élevée qu'on pense, puis on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a plein de roches magnétiques sur le lieu où InSight est, mais c'est peut-être répandu. Donc, c'est une des dernières choses qui est sortie là, de 2 chercheuses de l'Agence spatiale canadienne. Ah, intéressant. Ouais, ils ne savent pas pourquoi, mais ça, c'est le fun quand on ne sait pas. Là, ça donne parce que Mars n'a pas de champ magnétique. Devrait pas, parce qu'on aurait tendance à croire que elle est toute refroidie puis il n'y a pas de dynamo dans le cœur, puis il n'y aurait pas de champ magnétique, mais là, l'activité géologique est trop élevée. L'activité magnétique est trop élevée, selon ce qu'on aurait prédit. Donc, à suivre. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai M. Girard que je vois. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main. Il est le seul dont la caméra est allumée. Sinon, il nous reste 7 minutes et puis j'ai une autre question. Alors, là, tu fais ton doctorat là-dedans, tu vas graduer bientôt puis ça va être ton métier. Ça serait quoi ton projet de robotique spatiale de rêve, là, soit qui existe ou qui n'existe pas? Ça peut être ton projet en cours, là, mais c'est déjà pas mal génial là, de pouvoir... j'ai réalisé que je n'ai pas vraiment parlé de ma recherche en tant que telle. Dans le fond, en ce moment, ce sur quoi je travaille, c'est... Dans le fond, qu'est-ce qu'on a expliqué un peu plus tôt? Dans le fond, les humains, à chaque jour, vont envoyer des commandes au rover. C'est d'éviter ça. En assumant que les prochains rovers vont avoir des bons ordinateurs. Donc, sur quoi je focus en ce moment, c'est de permettre aux rovers qui ont des panneaux solaires et non des batteries nucléaires comme le rover Curiosity en ce moment, à naviguer plus à chaque jour sans avoir besoin d'êtres humains, leur dire quoi faire. Donc ça, c'est difficile parce que non seulement il faut que tu essaies de naviguer autour des roches sur Mars, tu essaies de ne pas rester pris dans le fond, des trappes de sable. Tu ne veux pas non plus conduire pendant la nuit. Donc, parce que tu veux dans le fond, tu as juste des panneaux solaires pour remplir tes batteries. Mais également, tu es à la merci de toute la poussière qui est dans l'atmosphère sur Mars. Tu vas avoir de la poussière, des fois, tu vas avoir une tempête de poussière qui va bloquer presque tous les rayons du soleil. Et également, tu vas avoir de la poussière après ça qui va rester déposée sur tes panneaux solaires. Donc, le rover, en plus d'essayer d'éviter tous les dangers qu'il y a sur le sol de Mars, il essaie de prendre en compte tout ce qui empêche les rayons du soleil à générer de l'énergie à bord du rover. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est si le rover avait accès à toute cette information-là, puis avait un bon ordinateur, est-ce qu'il pourrait décider non seulement où conduire sur Mars, mais quand conduire? Donc, savoir à la fin de la journée, OK, si je continue de conduire, je n'aurai pas assez de batterie pour garder mon électronique au chaud pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, le rover va éteindre presque tous ses ordinateurs. Il va garder des petites chaufferettes à l'intérieur allumées pour empêcher que l'ordinateur gèle. Parce que sur Mars, la température pendant le jour peut devenir quand même assez chaude. Ça peut aller jusqu'à plus que 0 degré, peut aller jusqu'à 10, 15 degrés dans des endroits. Mais pendant la nuit, il peut faire jusqu'à moins 90 degrés. Donc, c'est vraiment froid. Donc, tu ne veux pas vider tes batteries pendant la nuit pour laisser le rover conduire. Tu veux minimiser ta consommation d'énergie. Donc, c'est ça. Donc, j'essaie de faire, dans le fond, si le rover était capable de tout mesurer ça, puis avait des ordinateurs assez puissants, est-ce qu'il pourrait non seulement savoir où conduire, mais également quand décider de se réveiller le matin, quand dans le fond, se coucher ou éteindre son ordinateur la nuit
et ainsi de suite. Donc, c'est ça sur quoi je travaille. Mais on parle beaucoup de Mars, parce que Mars, c'est très, très similaire à la Terre. Mais également, il y a beaucoup d'intérêt en ce moment pour avoir des rovers sur la Lune. Et dans le fond, les mêmes principes vont s'appliquer également sur la Lune. La Lune, l'environnement est encore plus extrême, donc tu n'as pas vraiment d'atmosphère mince, rien. C'est soit qu'il fait noir, c'est très, très froid, ou soit tu es carrément exposé au soleil et il fait très, très, très chaud. Mais tu as toujours le même problème que si tu as des panneaux solaires, il faut que tu essaies de maximiser ton exposition vers le soleil. En même temps, tu ne veux pas surchauffer, mais pendant la nuit, tu ne veux pas conduire parce que tu vas juste vider tes batteries, puis dans le fond, tu n'es pas exposé au soleil, donc tes batteries ne vont pas se recharger. Donc, dans le futur, c'est sur quoi j'aimerais travailler, c'est des robots qui sont capables non seulement de naviguer par eux-mêmes sur la surface, soit de Mars ou sur la surface de la Lune, mais également que ce soit des robots qui non seulement peuvent faire des expériences scientifiques, mais aussi préparer les prochaines missions habitées vers la Lune ou Mars. Je pense qu'on fait ça. En ce moment, les rovers, principalement, ils explorent la Lune ou Mars pour recueillir des données scientifiques, mais on aimerait ça avoir des humains qui vont aller sur la Lune ou sur Mars. Et ça serait très, très excitant, ces rovers. Non seulement ils pouvaient également préparer, ils vont étudier la différente géologie, les différents endroits, en ayant en tête que les humains vont arriver. Puis une fois que les humains sont là, il va falloir que les humains collaborent avec ces robots-là. Parce que les robots, ils vont faire partie de l'équipage, puis ils vont aider les humains à faire encore plus sur la surface de Mars ou de la Lune. Donc, un mélange de navigation autonome et également avoir des humains dans la photo. Ça serait vraiment cool. Bien, merci. C'est une super belle réponse. Puis en même temps, ça conclut très bien. On va manquer de temps. On arrive au bout de notre demi-heure. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir donné de ton temps comme ça pour répondre à nos questions. Et puis, voilà. As-tu un mot de la fin en à peu près 1 minute? Maxime, tu as dit merci beaucoup. Non, c'est cool. Juste encourager tout le monde. En général, la NASA, l'Agence spatiale canadienne, sont très, très, très publics avec qu'est-ce qu'ils font sur Terre et sur Mars et sur la Lune et dans l'espace. Il y a tellement de façons comment que les technologies dans l'espace bénéficient la vie sur Terre. Que ce soit, mettons, le GPS, tous les satellites pour les télécommunications, toutes les technologies qu'on développe pour les astronautes pour permettre aux gens sur Terre de vivre mieux. Il y a tellement d'informations en ligne qui est accessible à tout le monde, donc je vous encourage à devenir un peu plus, à vous familiariser avec cette information-là, parce que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est super intéressant. C'est carrément le futur. Donc, n'ayez pas peur de vous intéresser à l'exploration spatiale, parce que c'est vraiment pour tout le monde, peu importe c'est quoi votre background. Bien, merci beaucoup, Olivier. Merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Bonne chance pour ton doctorat. Merci. OK. Bye-bye.